Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, c'est l'heure du podcast Mindset by Vince. Get ready, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, peu importe à l'heure où vous regardez ce podcast. Mon nom est Vincent Leclerc et si vous me suivez sur cette émission, eh bien, c'est parce que vous avez la chance de rencontrer des gens extraordinaires comme moi. Et je vous en présente encore un, c'est le troisième de ce podcast. Il s'appelle Laurent Kivogne. Laurent est une personne que j'ai rencontrée à l'Association française des conférenciers professionnels. Et c'est quelqu'un qui, quand on le connaît pas, on se dit, bon, ben, c'est qui cet énergumène? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'un intello et tout ça. On se dit, bon, ben voilà, est-ce que je vais coller avec ce personnage-là? Et il s'avère que c'est quelqu'un d'extraordinairement passionnant, qui a une histoire, honnêtement, géniale. Et ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir avec moi aujourd'hui. Puis il m'a invité d'ailleurs dans son chez lui pour pouvoir faire ce podcast. Laurent, salut. Salut Vincent. Comment ça va? J'ai de la pression là avec la présentation. Je me dis, oh là, est-ce que je vais être à la hauteur des promesses de Vincent à son public? Ben, écoute, c'est ton public qui te regarde, Laurent. Donc, déjà, merci d'avoir accepté ce moment qu'on va passer ensemble. Donc, pour rappel, pour ceux qui nous regardent, c'est un moment informel. Voilà, on discute ensemble. Moi, je veux apprendre à te connaître. Je veux qu'on parle de toi, de qui tu es, d'où tu viens. D'ailleurs, présente-toi à ces millions de personnes qui nous regardent. Je m'appelle Laurent Kivogne, ça tu l'as déjà dit. J'ai une petite soixantaine, on va dire. Je viens de l'Est de la France, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai été longtemps informaticien, j'ai monté une boîte. Et il y a 10 ans, j'ai basculé du côté obscur de la force, je fais de l'accompagnement. Et plus spécialement autour du conflit, c'est-à-dire que j'accompagne les professionnels, mais les particuliers aussi, dans les situations conflictuelles, on va dire. Donc, un homme de l'Est de la France, Laurent, on va rentrer dans le sujet assez rapidement parce que moi, je t'ai connu sur une de tes conférences, ou plutôt ta carte blanche. Tu t'es présenté une carte blanche pour ceux qui regardent le podcast. C'est un moment où on demande aux conférenciers professionnels de se présenter, pour qu'on apprenne à vous connaître, tout simplement. Puis Laurent s'est présenté et là, tu as saisi le public. Tu as vécu une enfance assez spéciale. Donc, est-ce que ça t'embête de nous en parler? Non, je peux en dire un mot. C'est-à-dire qu'à bien des égards, mon enfance était banale, sauf qu'elle était ponctuée de moments, on va dire, moins banals. J'avais un père très colérique, voilà, et colérique sur une échelle de Richter, quand même, de fou 10, quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait vraiment piquer des crises épouvantables, et voir, comme je le raconte, sortir le fusil quand il était vraiment fâché. Sortir le fusil? Sortir le fusil. Ouais. Je l'ai jamais vu appuyer sur la gâchette, heureusement. Il aurait fini en prison. Mais il y avait quelque chose de très terrifiant chez ce personnage. Ça m'a marqué, évidemment. Oui, c'est quand tu en parles, parce que donc on va le découvrir tout au long de ce podcast. Tu parles, ton thème de prédilection, c'est le conflit. Oui. C'est pas par hasard. Non. Alors c'est en fait le thème caché, c'est la violence. Oui, évidemment, sortir le fusil, c'est violent. et il y a cette idée très bête que le conflit en fait chasse la violence. C'est-à-dire que si j'ose dire, si je vais à la confrontation et que j'y vais le plus tôt possible, je vais contenir les gens et je vais éviter la violence. C'est une idée un peu contre-intuitive, hein, ça semble un peu bizarre comme ça. Moi, j'y crois fort, 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 quoi. Donc, moi, ma mission, c'est de promouvoir une culture du conflit contre la violence. Promouvoir une culture du conflit contre la violence. On va en parler un petit peu plus tard, mais là, tout de suite, non, parce que c'est important, on vient de poser le décor de qui tu es, d'où tu viens, un peu cette histoire, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Tu as écrit des livres, d'ailleurs, tu vas nous présenter. Donc, dans ta vie, on va revenir en arrière. Tu as une enfance banale, ponctuée de moments assez, on va dire, marquants. Intense, voilà, c'est le bon terme. C'est le bon terme, intense. Cette enfance, donc, tu es quelqu'un de très studieux, tu es quelqu'un de curieux, tu aimes apprendre les choses et tu vas faire des études d'ingénieur. Non, c'est polytechnique. Oui, ingénieur, on peut le dire, hein, oui, ingénieur, polytechnique. Et ça t'amène à devenir entrepreneur. Là, il se passe quoi dans ta vie? Parce que de l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence, tes parents sont, d'après ce que tu m'as dit, parce que je t'ai posé des questions avant de faire le tout, tes parents étaient très... on va dire, directif, ils voulaient vraiment que tu réussisses, exigeant et ambitieux. Voilà, ma mère, notamment, avait un projet pour moi. Elle voulait que je fasse une grande école.
on peut dire qu'elle a réussi. Oui. Mais elle a D'une certaine façon. réussi. Ouais. Elle a réussi. Comment tu l'as vécu? Le fait de... D'ailleurs, parlons de ça. Aujourd'hui, en 2025, l'école demandait, un parent demandait à ses enfants de suivre un chemin. T'en penses quoi, toi? Ouais, moi, j'ai eu des enfants, donc j'en pense plus rien en fait. Avant, j'avais un avis précis sur la question. Maintenant, j'ai 2 enfants et ça a tout balayé. Je trouve ça très compliqué. C'est pas si bête d'avoir des ambitions pour ses enfants. C'est Non. pas si bête de les stimuler. C'est pas si bête de les pousser. Après, la dose est dans le poison est dans la dose, hein, comme on dit. C'est-à-dire que c'est la dose qui fait le poison. Cherchez l'expression. Ça dépend jusqu'à quel point on les pousse et jusqu'à quel point l'enfant se sent voilà capable, incapable. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y arrive pas? Voilà, c'est toutes ces questions. C'est abyssal. Hein. J'ai pas de réponse précise là-dessus. Tes enfants ont quel âge? Alors moi, ils sont grands maintenant. Hein. Ils ont 25 et 27 ans. 25 et 27. Et ils font quoi? Sans indiscrétion? Alors ma fille aînée, elle a fait des études de commerce, qui sont les études qu'on fait un peu quand on ne sait pas quoi faire d'ailleurs. Et là, elle est repartie dans une autre carrière, puisqu'elle a commencé l'école de théâtre il y a 1 an. Voilà. Boum, bascule. Bascule. Ouais, alors avec des expériences, tout ça pourrait se raconter. Et mon fils est plus conforme à son papa, si j'ose dire, parce qu'il a fait l'école 42, qui est une école de développeur informatique. Okay. Voilà. Donc ça y est, depuis je sais pas 1 an et demi à peu près, il travaille. Voilà. C'est génial. Ah, c'est super. Il est passionné, donc génial. Magnifique. Et donc déjà félicitations parce que visiblement tu as réussi à je sais pas si est-ce que tu leur avais proposé des voies ou pas tellement, non. Par rapport à ce que tu avais vécu. Bah, par rapport à ce que j'avais vécu, je m'étais dit que plutôt non, quoi. Évidemment, on prend souvent un peu le contre-pied de ce qu'on a vécu. Soit on fait dans la même direction, soit le contre-pied. Ils ont bien fait ce qu'ils ont voulu. On a essayé de les pousser à travailler un peu à l'école quand même. Voilà, parce que fais tes devoirs. Voilà, quand même été ce papa-là qui dit t'as fait tes devoirs, non alors vas-y bouge-toi. À part ça, j'avais pas trop de projets. On a essayé de les soutenir dans ce dont ils avaient envie. Voilà. Donc c'est eux qui peuvent être fiers de leur parcours. Voilà. Et toi, en tant que Laurent Kivogne, qui a cette enfance, on va dire, avec des parents exigeants, qui va faire des grandes études, on peut le dire, des grandes études, ça a été quoi ton parcours professionnel? Mon parcours, bon, je fais cette école. Moi, j'avais très envie d'être entrepreneur. Okay. Alors, mon père était chef d'entreprise. Peut-être que ça a joué aussi. Donc, j'ai quitté tout de suite la voie salariée, enfin, assez vite. Je fais quelques années de salariat, mais assez vite pour me mettre à mon compte. Okay. Le coup de la liberté, sans doute. Quand je me suis mis à mon compte en 96, j'avais quand même 32 ans déjà. Un de mes copains m'a dit, ça y est, t'as mis le collier avec les pointes à l'intérieur. Ça, c'est juste, hein, c'est une liberté relative, l'entrepreneuriat. Ouais. Mais j'avais envie de faire ça. Donc j'ai fait ça toute ma vie. Et puis à la cinquantaine arrivée, donc il y a eu plein d'expériences, plus ou moins réussies. Voilà, je me suis cassé la binette 2-3 fois, et puis j'ai quand même revendu la dernière entreprise. Bon, c'était pas Microsoft, hein, mais voilà, je l'ai revendu. Et j'avais envie de faire l'accompagnement, c'est-à-dire qu'avec toutes ces histoires, j'ai fait beaucoup de thérapie pour moi, avec quelques casseroles, on va dire. Et donc, ça m'a donné aussi le goût d'apprendre ça, de me former à l'accompagnement. OK. Donc, tu passes d'un parcours d'ingénieur, chef d'entreprise, ouais. Tu as quelques déboires. D'ailleurs, ça a été quoi ton plus grand échec dans la partie entrepreneuriale? Bah, en 2000, hein, on a monté une start-up avec Jean-Christophe, qui était mon associé, un ami associé. Et on avait notre plus gros client, s'appelait Nortel Networks. Donc, un peu de chiffre d'affaires, donc c'était nouveau pour une start-up. Et puis, je me souviens encore, la bulle a explosé. Je crois que c'est les Échos qui ont titré Nortel Networks, l'emblème d'une société en crise. Ils sont complètement cassés la figure. Et nous aussi. Ah oui, voilà. Eux sont partis, c'était votre plus gros client. Ouais, ça faisait quand même on faisait toute l'université en ligne, on faisait de la formation à distance, on faisait toute l'université en ligne de Nortel Networks. C'était un gros job. Et c'était encore expérimental à l'époque, en 2000-2001. Oui. Et ils ont tout arrêté du jour au lendemain. Du mal à survivre à ça. Voilà. On peut dire que c'est un échec, oui. Enfin, un échec. Moi, je
le vois à moitié comme un échec, quoi. On a essayé, on a fait ce truc, l'entreprise n'a pas fonctionné. On a déposé le bilan. Et sans doute qu'il y a des erreurs là-dedans, mais comment prévoir ça? Sur le coup, je l'ai pas vécu très bien. C'était pénible et difficile. Mais je n'ai pas de remords, de regrets. On a fait comme on a pu. C'était une aventure C'est une qui aventure. s'est achevée, Voilà. pas nécessairement comme tu l'avais imaginé. Non, non, ouais, c'était pas. Ouais. Et en tant qu'entrepreneur, comment tu as vécu la chose en France, le fait de vivre ce type d'échec? Moi, je ne sais pas. Ça m'a pas affecté. Toi, ça t'a pas affecté? Pas du tout. À aucun moment, je me suis dit, on peut pas échouer dans ce pays. Je comprends pas cette phrase, en fait. J'ai pas vécu ça, en tout cas. Peut-être qu'elle est vraie, mais moi, je ne l'ai pas vécu. J'ai pas le sentiment d'avoir été pénalisé par cet échec. Alors, c'est vrai que si on veut remonter une boîte, si on veut lever des fonds, c'est un peu compliqué avant un certain délai. Hein, on peut être un peu marqué. Mais j'ai pas eu à souffrir de ça personnellement. OK. Donc, c'est parce que, en effet, là, bon, moi, en tant que Nord-Américain, je vois un peu Ouais. je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Idriss, non, pas Idriss Aberkan, en tout cas, bref, un conférencier qui avait dit un jour, non, c'est lui qui avait dit ça, voilà. T'es aux États-Unis, si t'as pas fait 3 fois faillite, va même pas à la banque demander de l'argent. T'arrives en France, si t'as fait faillite, t'as pris une année sabbatique, quoi. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que pour emprunter, pour lever des fonds, j'ai pas eu à lever des fonds immédiatement après, donc ça ne m'a pas pénalisé. Voilà. Donc ça, 2000-2001. Oui, 2001, le dépôt de bilan. Je me souviens, bon. ça. Et après ça, il se passe quoi? Après ça, je me cherche un peu, je me fais recruter dans un cabinet de conseil. Je fais quand même 6 mois de salariat, et puis qui traverse ce petit cabinet traverse à son tour un moment difficile, et donc il me propose un arrangement qui ne va pas. En fait, je m'en vais et je remonte mon entreprise de développement logiciel que je vais garder 10 ans, de 2004 à 2014. Donc on fait du service aux entreprises. Ce qui est innovant dans cette entreprise, c'est qu'on est en télétravail intégral. Le full remote, comme on dit aujourd'hui. On prenait un peu pour un fou. Moi, ça a bien marché. Ça a bien marché. Voilà. Après, l'entreprise n'a pas eu non plus le succès que j'espérais. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à en faire une licorne, on va dire. C'est resté une PME. On est monté à une quinzaine de personnes. Voilà. C'est bien. Bah, c'est déjà pas si mal. Et puis, on a monté un logiciel pour la presse, voilà, avec un associé, une sorte de tour de contrôle des rédactions de presse. Et puis, j'ai tout revendu en 2012 et 2014. OK. Voilà. Pourquoi revendre? Ah là, il y a une bascule. À ce moment-là, d'abord, je pense que je commençais à me lasser un peu de l'entreprise, de cette aventure-là, qui décollait pas autant que je l'aurais voulu, même si ça a fonctionné, mais pas autant que je l'aurais voulu. J'ai 50 ans. Il y a un moment, on se dit, si je veux faire autre chose, c'est peut-être maintenant. Ah ouais, dans ce sens-là, parce que c'est existentiel, en fait. C'est existentiel. Il y en a qui vont se dire à 50 ans. Je perds mes parents à ce moment-là, 2010-2013. Quelles que soient les relations que j'ai eues avec eux, c'est un peu un choc existentiel. On se pose des questions sur sa vie. Et puis j'ai eu la chance et la possibilité de céder l'entreprise. Et allons-y, quoi. Une opportunité. Voilà, l'occasion. Pof, boum, allons-y. Et je me forme dans une école qui s'appelle l'école parisienne de Gestalt. Je commence la fac de psycho aussi. Je fais tout un tas de trucs. Tu bascules complètement. Je bascule complètement. Tu es dans l'informatique, oui, tu es dans la technologie, et là, boum, tu bascules dans le côté thérapie. Oui, alors cela étant, tu sais, je suis dans l'informatique, mais dans les projets informatiques. Mais je suis pas dans l'IA à l'époque, je suis pas dans les projets hautement technologiques, je suis dans l'informatique de gestion. Et le succès d'un projet d'informatique de gestion, c'est pas du tout la technologie, c'est pas ça l'enjeu. Il y a rien de compliqué là-dedans. C'est pas forcément simple, il n'y a pas d'enjeu technologique majeur. Non, ce qui fait qu'un projet fonctionne ou pas, c'est la relation client, c'est la relation avec les gens. On n'est pas si loin, au fond, de la connexion. Enfin, l'humain disparaît pas parce qu'on fait de l'informatique. On travaille pour des gens quand même. Est-ce que, parce que là c'est important, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu me dis, on n'est pas si loin du côté de la relation humaine et tout ça, parce que la technique reste de la technique, c'est pas c'est pas comme Sam Altman aujourd'hui ou Elon Musk qui développe des choses qui sont assez, voilà. Ouais. Le pont, parce que toi, t'es
un polytechnicien, Je suis un ingénieur. tu es un ouais. ingénieur, tu es un développeur, tu travailles sur quand même de la technique, c'est de la réflexion, je vais pas dire binaire, mais c'est des 1 et des 0, puis c'est des chiffres et tout ça. Ce côté thérapie, tu dis que ça se Oui, touche. parce que d'abord, quand tu es chef d'entreprise, tu es manager, c'est une équipe. Ouais. Et donc, il y a des gens dont il faut s'occuper. Et puis, quand tu fais un projet pour des clients, c'est aussi des gens qui ont des problèmes dans leur vie. L'informatique vient les aider dans ces problèmes. Ouais. Mais il y a un moment donné, il faut bien comprendre leurs problèmes et en fait comprendre ces gens. Donc, il y a quand même de la relation. Et puis, je dois dire que quelque chose qui me marque, qui change quand même ma vision des choses, c'est que je rentre dans une organisation qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, le CJD, Oui, CJD, je en connais. 2007. Et ça va beaucoup me nourrir. Donc, je suis d'ailleurs très très investi. Je vais devenir président de la section des Hauts-de-Seine en 2010, OK. un truc comme ça. Alors ça tourne très vite. C'était une petite section à l'époque, mais quand même, je fais ça. Et je suis très investi dans l'animation de groupe, voilà. Il y a beaucoup de j'adore ça. formation. Oui, il y a beaucoup de formation. formation au CJD. Et puis il y a beaucoup de ce qu'on appelle des commissions de travail, des petits groupes qui se réunissent une fois par mois pour travailler sur les situations des uns ou des autres. C'est des groupes d'entraide, au fond, on peut appeler ça comme ça. Chacun va présenter une de ses problématiques au groupe. Moi, j'anime ce genre de commission pendant plusieurs années, et je vais choper ce goût du groupe. Je vais attraper le goût du groupe, de l'animation du groupe, de la dynamique de groupe. Donc, tout ça aussi se nourrit de cette expérience. Et l'envie d'en faire plus, de me professionnaliser dans l'animation de groupe, c'est aussi ça, la bascule. C'est pas seulement, tu vois, ça pourrait paraître bizarre, informatique, accompagnement, mais non, c'est management, investissement dans une association, animation de groupe, vers de la professionnalisation, un truc que je trouve super. Donc, ton côté, je ne veux pas dire ingénieur parce que je le mets de côté, mais on va dire ton côté humain, ton côté manager, justement, s'occuper des hommes et des femmes avec qui tu collabores pour veiller à ce qu'ils aient une qualité, qu'on puisse offrir de la qualité à nos clients, que tout le monde soit équilibré, qu'on puisse progresser ensemble. C'était un élément qui t'a, on va dire, motivé. Oui. Et le CJD, pour ceux qui connaissent pas, Centre des jeunes dirigeants, il y a plus de 7000 entrepreneurs. C'est 1500, je crois. Ouais, 7500 entrepreneurs. Il y a des sections un peu partout en France. D'ailleurs, on vous invite à, si vous avez la chance d'avoir des sections dans votre secteur, d'aller faire un tour, de regarder un peu sur Internet, parce qu'il y a plein de plénières prestige qu'on appelle. Oui. Vous pouvez aller assister. D'ailleurs, il y en a une à Lyon pas longtemps sur laquelle je vais intervenir. Oui. Mais au-delà de ça, ton travail de manager au sein de ton entreprise, hormis la technique, c'est ça ça te tient. Oui, ça me tient. En tout cas, c'est cet aspect-là des choses qui a nourri une part de moi qui avait envie d'exister. Je sais pas dans quel sens ça marche, tu vois. Je sais pas si c'est le management qui fait que je suis content qui me nourrit moi, ou si c'est par le management que j'ai découvert ça. Je sais pas, tu vois. En tout cas, j'ai envie de progresser sur ces domaines-là. Et là, cette notion de faire face au conflit, ça apparaît quand? Est-ce que c'est après. C'est après. Je l'ai pas formalisé. En fait, c'était en moi, sans doute depuis longtemps, avec cette enfance, avec tout ça, mais c'est pas comme ça que ça arrive. Au début, je me forme et je deviens, on va dire, coach aussi. Voilà. Même si le mot est un peu galvaudé aujourd'hui. Donc, juste qu'on regarde la timeline, c'est-à-dire que ton entreprise, vous la vendez 2014, tu te formes en Gestalt thérapie. Oui. Et tu fais d'autres formations derrière, donc plein de formations. Plein de formations. Pour pouvoir Voilà. Pourquoi plein de formations? La curiosité. Curiosité. L'envie, la curiosité. Oui. Parce que là, derrière, ton objectif, c'est quoi? C'est d'accompagner des groupes. Moi, c'est le groupe qui me plaît. Travailler avec des groupes. Pas que, je fais de l'individuel aussi, mais quand même le groupe, c'est ma cam. C'est mon truc. Quand tu dis le groupe, c'est dans l'entreprise, est-ce que c'est des groupes d'individus qui se connaissent pas? C'est quoi? Il y a tous les cas de figure, hein. On va y venir si tu veux, mais il y a un peu tous les cas de figure. Un groupe, c'est un groupe. Dès qu'on est à plusieurs, on devient un groupe. OK, mais je te challenge, je fais exprès. C'est aujourd'hui, si tu interviens dans une entreprise, par exemple, un manager a son équipe avec qui, je sais pas, bon, il y a des choses qui se produisent ou qui se produisent pas. Oui. On va dire ça comme ça. Et ils veulent travailler ensemble pour débloquer des situations. Donc là, on est dans une équipe de personnes qui se connaissent. Et
je sais pas, par exemple, au CJD, où on est tous des entrepreneurs individuels, où on est en groupe, on a à peu près tous les mêmes problématiques, mais on se connaît pas, on n'a pas le même business, Exactement. on n'a pas la même chose à faire, on communique même pas les uns avec les autres, parce que au sein du CJD, on fait même pas du business entre nous, ce qui fait que c'est complètement différent comme, Ouais. comme approche. En formation, on appelle ça l'inter et l'intra, hein, l'inter-entreprise ou l'intra. Est-ce qu'on travaille sur une équipe ou est-ce qu'on travaille sur une collection de gens qui viennent chacun avec des raisons propres? Lequel tu préfères? Eh bien, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire? J'ai un petit faible pour l'inter Oui. parce qu'il y a plus de dévoilement. C'est-à-dire que moi, j'anime une formation qui s'appelle Oser le conflit et qui traite pas mal des peurs que nous pouvons ressentir face à la possibilité du conflit. Donc ça signifie que dans ce stage de 2 jours, les gens se dévoilent, expriment, montrent leur vulnérabilité. Et en intra, c'est plus compliqué. Ah ben oui. C'est-à-dire montrer ça, montrer ses failles à ses collègues. C'est montrer ses faiblesses. Voilà, et ça ne fait pas. Enfin, ça le fait, mais c'est plus difficile. Voilà. Je fais un parallèle. Je fais des interventions en entreprise avec de l'hypnose. Oui. Quand les gens se connaissent pas, festival, dès qu'on est dans un groupe, C'est autre chose. C'est tout de suite. Et En revanche, dans l'intra, moi, j'interviens pour une grosse boîte de transport, je ne nommerai pas, qui est une équipe chargée de répondre à des appels d'offres et qui a été constituée de gens qui ne se connaissaient pas, mais qui doivent faire équipe. Et donc, moi, j'interviens là dans ce qu'on peut appeler du team building. Hein, on ne va pas jouer au baby-foot ou faire du hockey sur glace. C'est quand même, je participe à la construction de l'équipe, au sens premier de team building. Et là-dedans, il y a du conflit, c'est-à-dire qu'il y a à cultiver la capacité à se dire les choses, la capacité à se confronter. Ça fait partie de la maturité de l'équipe, d'ailleurs. Hein, la capacité de traverser ensemble des moments d'opposition, de crise. Donc, toi, t'interviens là-dessus. Là, oui, et là, le plus de l'intra, c'est qu'on voit naître quelque chose. On voit naître un groupe. On voit quelque chose qui émerge, qui devient un groupe. Alors qu'en inter, ils viennent, puis après c'est fini. Oui, c'est ça. C'est plus facile. C'est plus compliqué de faire du suivi sur de l'inter que de l'intra. Voilà. Donc l'inter est plus gratifiant d'abord, mais sur le moyen terme, l'intra c'est bien aussi. Fromage et dessert. Ok, je vois très fromage et dessert. Donc ça, t'en parles, puis on sent que ça te plaît. Ah oui, j'adore ça. T'adores ça. Ouais, j'adore ça. Et aujourd'hui, quelqu'un qui collabore avec toi, ça se passe comment? Parce que oser le conflit au sein de l'entreprise, oser aller vers... Parce que des fois, c'est pas facile pour un manager de dire, mon collaborateur, mon N-1 ou N-2, peu importe, venir rentrer en conflit, c'est pas facile à accepter. Mon but, c'est de rendre ça facile, en fait. Voilà. OK. Et alors, moi, j'interviens soit à froid, soit à chaud. J'aime bien dire ça. À froid, c'est cette équipe dont je parlais tout à l'heure, les former. Il n'y a pas de conflit. Donc, c'est leur apprendre à se confronter, c'est à se réguler entre eux. Et puis, parfois, j'interviens à chaud, c'est-à-dire que, ça va mal, en fait. On t'appelle, c'est les rouges de Batman. Ouais, Laurent, les boules. Papon, quoi. Tu vois. Et donc, j'appelle ça plonger dans le panier de crabe. OK. Là, je plonge dans le conflit. Donc, moi, je suis pas là pour prendre parti, mais je suis là pour que les choses trouvent un moyen de se dire. Un médiateur? Alors, ça ressemble à de la médiation. Ouais, c'est quoi la différence entre ce que tu fais et un médiateur? J'en sais rien. Je suis pas formé à la médiation. Non, mais si dans ta tête, là, tout de suite, la première idée qui vient en tête là-dessus. La première, c'est que je crois que je fais un truc qui ne se passe pas dans la médiation, mais je me trompe peut-être. Je suis pas suffisamment. C'est ma représentation. C'est l'idée que à un moment donné, quand ça chauffe vraiment dans les équipes, à un moment donné, ça va se retourner contre eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars, ils sont en train de ferrailler, de batailler, et à un moment donné, pouf, c'est moi qui vais le prendre. Voilà. Je plonge dans le panier de crabe, c'est moi qui vais me faire pincer à la fin. Voilà. Et c'est assez excitant, ce moment. C'est assez excitant. C'est un moment un peu, alors, c'est pas toujours agréable, hein, mais on se dit, ça y est, ça vient. Il se passe quelque chose. Voilà. Et ça, selon la façon dont, voilà, si j'arrive à tenir bon, sans partir en cacahuète, sans m'énerver, il y a de bonnes chances qu'on sorte par le haut de la situation. Génial. Voilà. Donc, voilà, je joue au bouc émissaire un peu. Voilà.
on va dire ça. C'est magnifique. Ouais, j'adore ça. Ouais. Ah ouais, ça se voit, parce que t'en parles, puis de sourire. Mais en fait, je vais te dire, hein, au début, moi, quand j'ai commencé à accompagner, j'étais sur l'incertitude. J'ai même écrit un bouquin là-dessus, sur l'incertitude. Et puis, en fait, je me suis aperçu que ce qui m'excitait, en fait, vraiment, hein, c'est au-delà des explications rationnelles. C'est quand l'incertitude était sur le plan relationnel, finalement. Et dès qu'on me racontait, oui, dans l'équipe, ça va pas bien, on se dispute et tout. Et moi, j'avais, ah bon, mais je raconte. Là, une espèce d'excitation, de truc. J'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'y aller. Okay. J'ai envie d'y aller. Et je dois dire que quand on sort par le haut de la situation, ça marche pas à 100%, hein. Ça marche souvent, mais pas à 100%. Je suis pas un magicien. Et c'est un kiff incroyable, hein. Je veux dire, c'est ce moment où ça fait... Oui. Où le soufflet redescend. Et parfois, c'est un moment, hein. Il y a un moment qui se passe. Paf, ça arrive. Ça y est, c'est résolu. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment tu fais? J'ai dit, je ne sais pas. Voilà. Ouais. Je suis coach aussi, puis des fois, il y a des... Ouais. Voilà, c'est comme si les pièces... Comme s'il y avait toutes les pièces, et c'était tout bloqué. T'enlèves un truc, et clac, 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 clac. Ouais. On comprend pas comment une série de dominos qui partent, et on sait pas pourquoi, mais tout s'enchaîne. Mon image, moi, c'est celle du jardinier. Tu sais, tu plantes des graines, ouais. Et puis tu vois rien, tu vois, il se passe rien. Puis à un moment, pouf, ça germe. Oh, ça y est, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai planté des graines. C'est ça. J'ai arrosé un peu, j'ai biné, j'ai machin, des trucs, mais la nature a fait son travail. Voilà. En fait, c'est ça, hein. C'est comment, exactement, et comment tu comptes sur la capacité de croissance de chacun. Voilà. Magnifique, c'est beau, ouais. C'est super beau, c'est passionnant la façon dont tu l'expliques en plus, parce qu'on voit que tu rayonnes, t'as envie de ça. J'adore ça. Ça me fait kiffer. Il en remet une couche. Et là, quand tu travailles avec des individus, parce que, est-ce que c'est le même type d'accompagnement que tu proposes? Parce que là, le conflit, est-ce que c'est un conflit interne, en guillemets, conflit intérieur, ou est-ce que conflit avec quelqu'un, mais si t'as pas la deuxième personne ou le groupe, comment tu... Si, tu sais, un coach sportif, par exemple, quelqu'un qui va... J'ai jamais fait de boxe de ma vie, mais enfin, on s'entraîne, hein. Tu vois, pour devenir boxeur, on s'entraîne, ou tennisman, on s'entraîne, donc on peut entraîner les gens. Moi, j'utilise des techniques de mise en scène, de mise en situation, donc les gens peuvent s'entraîner. Et puis, il y a à regarder... moi, j'ai accompagné des dirigeants sur leur relation avec les syndicats. J'ai jamais vu les syndicalistes, hein. Jamais. J'aimerais bien travailler avec des syndicalistes. J'ai encore jamais fait. Message est lancé. Voilà. Allô? Bonjour les syndicalistes. J'aimerais bien. Parce que une grosse partie de mon travail, ça consiste à faire prendre conscience aux dirigeants quelle est leur part de responsabilité dans la façon dont les choses souvent dégénèrent. Parfois, il y a des dirigeants qui disent ces syndicats sont impossibles, ça s'énerve, etc. Mais on se rend compte qu'il y a un moment où, Coco, tu contribues un peu là-dedans. Ouais, on va dire, tu fais partie de la solution. Oui. Et de toute façon, on a tous, et je ne veux pas dire en guillemets d'ailleurs, on fait tous partie du problème et de la solution. Oui. C'est le PDG de Danone, Emmanuel Faber, c'est ça, qui disait quand je suis dans un embouteillage, je fais partie de l'embouteillage, je suis l'embouteillage. Les conflits, c'est pareil. Pas de conflit sans moi. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Même si c'est tentant de dire c'est de la faute de l'autre. Ah, de toute façon, ça j'ai envie de dire, c'est dans la nature humaine. On a du mal à juste le fait d'accepter qu'on a tort. C'est déjà compliqué. Puis d'un autre côté, bon, après, là, on va pas rentrer dans le débat parce qu'on peut y partir pendant des heures. Ouais. Mais dans une des réflexions, c'est que tout le monde a raison pour lui par rapport à son éducation, sa façon de voir les choses, sa façon d'analyser. Donc, des fois, c'est deux points de vue d'une même situation qui est complètement différente et qui provoque automatiquement une différence d'idées, et chacun a raison. Et le truc, c'est que comment tu vas arriver à mettre des arguments pour convaincre quelqu'un qui veut pas être convaincu, parce que de toute façon, il a raison. Ah oui. Donc, c'est là toute la technique. Je n'irai pas plus loin dans le truc, parce que ça, je sais que c'est ce que tu aimes, mais que ça rayonne, et moi je le sens, en tout cas, c'est génial. Merci de partager ce moment-là. Et là, tu décides d'écrire des livres là-dessus, parce que là, t'es parti, là, c'est l'autoroute, 4 voies, allez, hop, on y va, on s'éclate, on s'amuse. Ça fait combien de temps, d'ailleurs, que tu fais l'accompagnement? 2015-16, par là, oui, ça fait... Donc, une petite dizaine d'années.
petite dizaine d'années, oui. Et là, tu Ça. écris des livres quand là-dedans? Tu commences à écrire des livres à quel moment? Alors, tu sais, par exemple, le dernier, je peux le montrer, là, à Ben, l'écran, vas-y, voilà, vas-y. celui-là. Donc, il y a eu un premier, je vais montrer le premier, quand même. Se nourrir de l'incertitude pour entreprendre. OK. Le titre est moche, je trouve, mais Ah. voilà. Il n'y a pas de titre moche, Bon. le titre. Bon, il est bien pourtant, hein, je vous le recommande. Et celui-là, vous avez le conflit, celui-là, j'ai mis 2 ans à l'écrire. OK, 2 ans. 2 ans, mais 2 ans à pas écrire, tu sais, Oui. Voilà, je travaille un peu sur les conflits intérieurs, tu vois, donc les gens j'accompagne des gens qui n'arrivent pas à écrire aussi. Il se trouve que j'ai fait ça, et donc je le fais écrire, et donc je l'ai fait à moi-même, en quelque sorte. Donc j'ai mis 2 ans à écrire ce livre, mais dans les faits, je l'ai écrit en 2 mois, Oui. tu vois. Ça percole, quoi, c'est comme le café, le temps que ça traverse le Ça mar, infuse. ça met du temps, puis une fois que ça coule, ça coule. Donc, ouais, je l'ai fait en temps masqué, comme on dit. Je l'ai fait en temps, voilà, dans le métro. Je l'ai fait tout le temps, en fait, toute ma vie, dans les accompagnements. Puis à un moment donné, ça sort. Et là, t'en as un autre dans les Oui. yeux. C'est Un projet. Ouais. c'est ce que je me disais. Là. Ouais. Tu peux pas rester là. J'avais Ah le non. 103 comme il dit. Bah oui, fallait 203. Et là, donc, tu fais de la formation, tu fais de l'accompagnement individuel, d'équipe, intra, extra, on va Oui. dire. C'est quoi ton prochain défi? Bah, moi, j'ai un défi qui est en cours, qui est la conférence. Hein. Ça fait pas si longtemps ça fait longtemps que je fais des conférences, un peu au CJD notamment, mais faire une conférence, je trouve que tel qu'on en voit à l'Association française des conférenciers professionnels, c'est mon défi de faire tourner ma conférence. Elle existe, elle est Oui, là. oui, elle Hein. existe, la conférence. T'en as vu des bouts, toi, mais elle existe en version longue. J'ai ma conférence signature. Voilà, de la faire connaître plus largement. Au fond, c'est le prolongement naturel. C'est-à-dire que mes accompagnements individuels, bah, c'est personne. Un groupe, c'est quelques personnes. Mes formations, c'est 8 ou 10. C'est pas tellement au-delà. Un atelier, j'ai pu faire ça avec 20, 30 personnes. Et dès qu'on veut s'adresser à 200 personnes, 300 personnes, évidemment, la modalité qui s'impose, c'est la conférence. Moi, je te pose une question parce que tu es formateur. Tu disais, j'ai un groupe de 8-10 personnes. Bon, l'individu, le groupe, l'entreprise, tu vas avoir des équipes de plus ou moins 10 personnes. Et là, tu prends du temps avec ces personnes-là. Oui. C'est, je vais pas dire long parce que ça prend le temps que ça prend. Une formation, tu disais 2 jours tout à l'heure. Oui. Condenser toute cette information, ces expériences, ces histoires dans une conférence qui dure 1 heure pour faire passer un message. Si tu avais à me faire un teaser de ta conférence, il y a 1 million de personnes qui te regardent, là, qui sont prêts à l'acheter, ils veulent dégainer le chèque, là, le chéquier. C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous proposes dans ta conférence? Tu connais ce truc, hein, tout chemin commence par un premier pas. Moi, je propose le premier pas sur le chemin du conflit. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est qu'à la sortir de la conférence, au sortir de la conférence, les gens se disent, ben oui, j'ai plus peur du conflit, j'y vais. Après, ils ont leur propre chemin à faire, d'apprentissage, hein, c'est comme apprendre à nager. Moi, Oui, c'est pas tout de suite les Olympiques, quoi. je veux qu'ils mettent le pied dans le pédiluve. Voilà, c'est ça La transition est parfaite. Voilà, je veux qu'ils mettent le pied dans le pédiluve et qu'ils se disent, elle est bonne finalement, on peut y aller. OK. Hein? OK. Et donc, on veut... si tu avais à me raconter une histoire très rapide, un truc là, pour me donner l'eau à la bouche, parce que là, tu mets le pied dans le pédiluve, mais je m'attendre à quoi dans ta conférence? Je m'attends à quoi comme réflexion? Est-ce que tu as des choses pratiques que tu proposes aux gens? Est-ce que c'est du top-down? C'est-à-dire, voilà, c'est comme beaucoup de conférences qui sont inspirantes, passionnantes. Oui. Des fois, je le dis, il y a des conférences, c'est comme des formations sur scène. Voilà. Moi, je trouve que c'est un sujet émotionnel. Oui. Le conflit, il y a beaucoup de peur chez beaucoup de gens, pas chez tout le monde, mais quand même, c'est beaucoup. Donc, si c'est un sujet émotionnel, il faut que ce soit traité émotionnellement. Il faut que dans cette formation, que ce soit un moment émotionnel. Donc, c'est pas de l'information qu'on va descendre. Tu vois, on peut pas faire une formation au sens petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. D'ailleurs, ce que j'appelle mes formations, c'est pas ça. Il y a un quart d'heure de théorie, 20 minutes, et puis ensuite, c'est de la mise en pratique. Avec 200, 300 personnes, c'est compliqué de faire la mise en pratique. Donc, on va plutôt faire vivre un moment. C'est un moment émotionnel.
avec lequel on va leur donner quand même des éléments théoriques pour dire je peux m'en sortir tout seul, quoi. Je peux y arriver. Voilà. Donc il y a les deux. Il y a quand même des éléments didactiques. J'ai une méthode qui s'appelle FCD, méthode pratique pour dire quelque chose à quelqu'un, pour aider quelqu'un à me dire quelque chose. Mais cette méthode, elle est racontée dans une histoire, dans un contexte, dans un moment émotionnel. Magnifique. Ouais. Donc, c'est un parfait teaser. Ouais. T'as mis ce que moi je considère en France comme étant la recette, c'est l'acronyme. Ouais. Parce que personne ne sait ce que ça veut dire. En entreprise, personne ne sait ce que les gens racontent, mais tout le monde est content d'avoir des acronymes. Ouais. Donc, FCD, c'est la méthode qu'il faut découvrir en allant voir ta conférence. Exactement. Ouais, exactement. J'ai eu beaucoup de succès un jour au CJD. J'étais dans une réunion et j'étais ce qu'on appelle PDS. Il y a plein d'acronymes là. Président de section, sortant. Donc, j'étais sorti de mandat et on était à une réunion et tout le monde disait, bah, moi, je suis PDS, moi, je suis RFR, moi, je suis ceci, cela. Et moi, je suis RIEN. Un énorme silence. Dire, tiens, un acronyme qu'on connaît pas. Je dis, ouais, je suis rien. Voilà. Et je ne sais pas si c'est le timing, tu sais. En tout cas, ça a été un moment inoubliable. Voilà. On a beaucoup ri. Je te pose une question. Là, on a parlé de conflit, on a parlé de toi, ton parcours et tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu as toujours voulu aller de l'avant? Parce que tu as vécu des moments intenses. Je reprends ton terme, intense. Que ce soit à l'adolescence, que ce soit dans tes études, parce que ça doit pas être simple de faire des études d'ingénieur. Moi, j'en ai pas fait d'études d'ingénieur, mais je me doute qu'à quelque part, à moi d'être un passionné et d'aimer ces éléments-là, ce qui n'est pas mon cas. C'est pour ça que... Et après ça, ben, multi-entrepreneur, déposer le bilan, travailler, voilà, s'apercevoir que... bref, tous ces éléments-là où tu te retrouves... Quand tu arrives face à un mur, il se passe quoi? Il se passe que je suis toujours vivant. Je crois que c'est profondément existentiel, hein, ça. C'est-à-dire que pour des raisons X ou Y que je mesure pas, j'ai toujours eu conscience que la vie était courte. Et je raconte comment je me suis inscrit au conférencier professionnel. Je connaissais pas cette association. Je sors d'une formation au CJD, je discute avec un participant et il me dit, tiens, c'est quoi ta prochaine étape? C'était pas Vincent Leclerc. C'était un clone. Et je dis, j'aimerais bien faire des conférences. Il me dit, bah, pourquoi t'en fais pas? Je dis, bah, je sais pas trop comment m'y prendre. Il me dit, t'as quel âge? Alors, je lui dis, bah, ça fait longtemps que je dis que j'ai 60 ans. J'ai 15 ans en retard. Je les ai encore, mais j'ai pris de l'avance à 58 ans. J'ai commencé à dire, j'avais 60 ans. Comme ça, c'était plus facile. Et il me dit, il te reste combien de temps? Je fais, la question est forte. Ouais. La question est forte. Elle me dit, 5 ans, 10 ans? Tu déconnes ou quoi? Mais du coup, voilà, c'est là. En fait, chez moi, ce levier fonctionne. C'est-à-dire que je sais que c'est pas pour toujours. Donc, allons-y. Voilà, bougeons-nous. Voilà, ça marche chez moi. On va chercher l'univers ne t'attendra pas. Oui, puis on est vivant, c'est un cadeau inouï, la vie, hein. Ah. Inouï. Même si c'est pas tous les jours facile. Moi-même, j'ai eu des moments très down, quoi, très un peu difficiles sur le plan psychologique, quoi. Mais quand même, on en a qu'une, quoi. Après, c'est fini. C'est sûr, c'est pas un jeu vidéo, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Ouais. Et on s'en aperçoit même pas. Ouais, il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, qui est pourtant une ressource, hein. C'est quand même, c'est raide, un peu comme ressource, parce qu'on se dit, il y a une mauvaise nouvelle là-dedans, hein. Ouais, non, mais il y a aussi un moteur. Le fait de dire qu'il y a une fin, le fait de dire qu'il y a une fin, d'accepter qu'il y a une fin, parce que c'est surtout ça. Oui. Parce qu'on le sait tous, intrinsèquement, je veux dire. Oui. J'aime bien cette phrase, je sais plus qui l'avait dit, c'est la vie, c'est une maladie sexuellement transmissible dont personne ne sort vivant. Exactement, voilà. c'est Woody Allen, je crois, qui me semble, mais bon, je peux me tromper. Non, voilà, donc j'aime beaucoup cette phrase, et on le sait, pas dès la naissance, parce que quand on est petit, on s'occupe pas de ça, on calcule pas ces éléments-là, puis plus le temps passe, plus on s'aperçoit que il y a une limite, et plus ça avance, plus on sait que la limite peut arriver, puis on sait pas comment la machine fonctionne. Ouais, ça peut être demain. Ça peut s'arrêter. Voilà. Même ceux qui croient, d'ailleurs, hein, qui croient à une vie après la mort, j'ai un peu de mal avec ça, mais de toute façon, ce sera autre chose, tu vois. Cette vie-là va s'arrêter, tu vois. Ça va s'arrêter. On est fait d'atomes, les atomes vont faire d'autres choses. Exactement. Ils vont aller se promener ailleurs, quoi. Voilà. Dirons-nous. Quel débat philosophique, c'est fantastique. Et donc, en gros, profondément vivant. Oui.
Et là, on te pose cette question, il te reste combien de temps? Boum. Ah oui, j'ai dit, ah oui, il a raison, en fait. Bouge-toi. Je me parle à moi-même à ce moment-là. Ouais, mais je me doute bien. Bouge-toi, vas-y. Oui. J'ai appelé, il m'a donné 2 numéros de conférenciers connus, hein, Philippe Boulanger et Pascal Aumont, qui m'ont reçu très gentiment. Je les ai appelés. Ils ont pris un moment pour me parler. C'était super. Je me suis inscrit à l'FCP. Voilà. Magnifique. On y va? Ouais. Et là, tu fais ta conférence, tu lances ta conférence. Je fais ma carte blanche. Cette carte blanche que tu évoquais tout à l'heure, ça a été un moteur énorme. Je voudrais remercier l'association pour ça. Je l'ai déjà fait, mais quand même. C'est-à-dire que je me pointe avec ma carte blanche, je raconte mon histoire, et vraiment, je rencontre un soutien inouï. Quelque chose comme une énergie. Ouais. C'est là, bon, je le disais au tout début, en te présentant, c'est là où moi je t'ai découvert, c'est là où on t'a découvert. Et t'es sorti de l'ombre, ouais. Et avec un sujet qui faisait résonance avec énormément de personnes autour de toi. C'était fou. Alors qu'on on fait tous face au conflit, ces choses-là. Mais de la façon dont tu apportes, c'était, je vais dire poétique, mais sans être poétique avec des proses, ces choses-là, mais cette poésie que tu nous as amené, ce texte, ces éléments-là, il y a une puissance du message, tout en te présentant, en mettant tes tripes sur la table, où à un moment, on peut pas rester, on va dire, impassible par rapport à ça. Donc, cette carte blanche te fait sortir de l'ombre. Oui, et ce que tu me dis, tu vois, c'est un soutien extraordinaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu dis, je dis des trucs et ça intéresse les gens. Parce que, ouais, ben oui, ça compte beaucoup, quoi. Tu vois, tu dis des trucs et puis tout le monde dit, ouais, ok. C'est pas encourageant. J'ai été très, très encouragé dans la démarche grâce à ça. C'est moteur, voilà. Ça te donne exactement. le boost. Oui, voilà. Ta conférence est écrite. Tu commences à la faire ici et là, tranquillement. L'idée, c'est de développer. Oui. Parce que ça te fait kiffer, ça aussi. Oui. Mais je trouve qu'aller prendre la parole sur scène, j'étais dans un événement qui s'appelle la JAB, Journée Anti-Blabla, oui. Au Palais des Glaces, 450 personnes. Et donc, juste avant d'entrer sur scène, je dis, j'avais un trac de dingue. Je me suis mis la rate au courbouillon pour cet événement-là. Déjà, un mois avant, je me disais, je vais faire ça, puis non, puis ça. Tu dois connaître ça, ne pas être tout à fait prêt pour une conférence. Oui, ça peut t'arriver aussi, peut-être. Hein? Et bon, ça s'est à peu près débouclé. Je suis arrivé quand même au moment, 3 minutes avant. Et je me suis dit, ça ressemble à la peur du conflit. Au fond, conflit, c'est de la rencontre. Moi, je dis, s'il n'y a pas de conflit, si vous évitez le conflit, vous ne rencontrez pas les gens. Éviter le conflit, c'est éviter la rencontre. Et monter sur scène, c'est aller à la rencontre du public aussi. Ouais. Et se mettre sous le regard d'autrui, avec ce que ça peut avoir de jugement, de possibles rejets, etc. C'est se mettre au risque de la rencontre. Et j'ai trouvé qu'il y avait entre le conflit et la prise de parole en public quelque chose de très proche, de très... Donc ça me fait doublement kiffer, quoi. Parler du conflit sur scène, t'imagines? C'est x2. C'est x2. Non, mais je vois très bien. C'est le combo. Voilà. Formation sur la prise de parole en public, puis les gens, c'est un conflit déjà interne de se dire, j'y vais pas. J'y vais pas. Je me connais trop et je sais que je vais pas y arriver, alors qu'en réalité, tu te connais trop de quoi? T'en sais rien du tout. Déjà, t'en sais rien, puis tu sais pas comment les gens vont réagir, puis souvent, je le dis, c'est les gens qui te regardent quand tu es sur scène, voudraient même pas prendre ta place. Déjà, t'es une star. Tu mets le pied sur la scène, t'as pas dit un mot, déjà, les gens font, ouh, tu vois ce que je veux dire? Donc, non, c'est bien, c'est top. Mais écoute, Laurent, c'est génial, ce que tu partages là, c'est extrêmement puissant. Donc, ton moteur, c'est ce conflit. Ce conflit qui te permet de pouvoir rencontrer des gens. C'est de la vraie rencontre. C'est extraordinaire parce que c'est ça que j'aime dans le conflit. Te fait de quelque chose qui était intense, c'est le mot que tu as utilisé au début, ta vie, qui a été une multitude de rencontres et qui t'a permis de manager, de probablement rencontrer des conflits, mais sans être dans ce côté thérapie, de rentrer en conflit avec toi-même, parce que la thérapie, on sait que à un moment, on apprend à se parler. Hein? Puis être pas d'accord avec soi. Pas être d'accord avec soi, c'est ça. T'enchaînes sur justement ces formations, tu mets en place ces choses-là. Là, t'es rendu avec des conférences. C'est un parcours incroyable. Bravo. Merci, Vincent. Bravo. Ouais. Fait que là, ta prochaine étape, c'est les conférences. Et après? Allez, je te lance. Après, on verra. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Ouais. Donc, l'écriture du livre, la conférence à déployer, c'est-à-dire à publiciter, à mettre en place au maximum. Oui. C'est fantastique.
qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui arrive face à un mur? Tout à l'heure, je t'ai posé la question différemment, mais tu arrives, quelqu'un qui t'es pas en mode coach, t'es pas en mode thérapie, tu croises quelqu'un, je sais pas, mais... Un copain, c'est-à-dire. Même pas un copain, une personne, tu sais, des fois, c'est discussions de comptoir. Tu sais, tu rentres quelque part, tu es en train de prendre ton café tranquille, puis tu vois quelqu'un, on le sent. Tu vois, tu dis que la personne, pas attend quelque chose, mais si t'avais à lui dire une phrase, un truc très bref, juste pour qu'elle puisse peut-être se mettre une roue sur les rails et se dire, ouais, il y a une issue possible. Même si tu sais pas ce qui se passe. Ouais, j'ai envie de te dire un truc, mais qui est pas de moi d'ailleurs, qui est une conférence formidable que j'ai regardée d'un monsieur qui s'appelle Serge Marquis. Et il raconte comment, et c'est un film, il parle d'un cinéaste, c'est un Québécois. Enfin, oui, Serge Marquis, oui, bien sûr. Ouais, et il parle d'un film de Jean Baudin, tu vois qui c'est. Oui, bien sûr. Hein, il raconte dans ce film très difficile, il y a un chirurgien qui vient au moment où un jeune homme qui a eu un accident se réveille, il doit lui annoncer qu'il est tétraplégique ou enfin complètement paralysé. Ouais, ça, d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube qui est extraordinaire, sa présentation quand il explique cette histoire-là. Et en fait, c'est la phrase que j'ai retenue et qui me vient là, elle est pas de moi, mais tant pis. Hein. Non, mais si t'as envie de partager ça, c'est parfait. Ouais, j'ai envie de partager ça. Et donc, le chirurgien lui dit, à partir de maintenant, tu vas fixer ton attention sur la partie de ton corps qui est entre le bas de ton nez, le sommet de ta lèvre supérieure. Parce qu'il y a peut-être plus que là qu'il y a des sensations. Et je crois qu'il s'en va et qu'il revient et qu'il lui dit, mais don't miss the show. Ne loupe pas le spectacle. Il y a encore un spectacle à voir. Voilà. Il y a encore un spectacle à voir. La je vie. trouve que c'est la phrase. Et juste fantastique. Voilà, c'est pas fini. Le spectacle. C'est magnifique. Reste là. Ouais. Écoute, Laurent, c'est un moment fantastique que tu as partagé avec nous. Merci. Avec plaisir. Déjà d'avoir participé à ce moment parce qu'il y a énormément de beaux messages. On veut te joindre. On veut communiquer avec toi, on veut acheter tes livres, on veut avoir ta conférence, on veut tes formations, on te trouve. Alors, on te trouve sur Internet, très facilement, LinkedIn ou laurentquivogne.com. Voilà, c'est le nom de mon site. Facile. Voilà, sur LinkedIn, c'est toujours Laurent Quivogne aussi. Je ne suis pas caché. T'as pas changé, t'as pas caché là derrière. Voilà, et là-dessus, il y a mon numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Génial. Ouais. Encore une fois, un grand merci, Laurent, pour ce partage extraordinaire. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite un maximum de conflits. Oui, maximum. C'est ce qui mais je vous souhaite à tout le monde de merveilleux conflits. À tout le monde. C'est fantastique. Les amis, merci de nous suivre de me suivre sur, quand je dis nous, c'est toutes les personnes que j'ai la chance d'interviewer sur cette chaîne de podcast. Vous l'avez en audio, vous l'avez en vidéo. Si vous connaissez des gens inspirants, qui sont inspirés, qui ont envie de partager un moment avec moi, écoutez, envoyez-moi un message. Si on arrive à trouver des trous dans nos agendas, hein, parce que c'est ça le truc, mais ça me fera vraiment plaisir. Encore une fois, on vous souhaite le meilleur et don't miss the show. C'est ça. Il y a toujours un spectacle. À bientôt. À bientôt là. À bientôt, Vincent. Dans l'est de la France, un enfant a grandi face aux tempêtes d'un père en colère. Ces moments intenses ont forgé sa vie, une enfance banale aux éclats singuliers. Oser le conflit pour éviter la violence, plonger dans les crabes sans peur du lendemain. La vraie rencontre naît dans cette danse. Don't miss the show, c'est le début du chemin. De l'ingénieur au manager attentif, des lignes de code aux lignes de vie. Entrepreneur tenace face au déclin. À 50 ans, la bascule survient. Entre le bas du nez et la lèvre supérieure, là où réside encore un peu de chaleur. Dans chaque conflit, une chance de grandir. Quand tout s'effondre, un spectacle à saisir. Le jardinier plante et arrose ses graines. Patience invisible jusqu'à l'éclosion. Sur scène aujourd'hui, sa voix nous entraîne vers cette
culture du conflit comme solution. Oser le conflit pour éviter la violence. Plonger dans les crabes sans peur du lendemain. La vraie rencontre naît dans cette danse. Ton buisson chaud, c'est baies du chemin. Oser le conflit pour éviter la violence. Plonger dans les crabes sans peur du lendemain. La vraie rencontre naît dans cette danse. Don't miss the show, le spectacle continue.